Bonjour, c'est l'heure de la rétro, retour sur l'actualité du district. Monique Choula-Pougnal devient la première syndic de rôle. La PLR succède ainsi à Denis Jacquet, nous la recevions lundi sur le plateau. Ensuite, on passe à l'annonce de la semaine puisque cinéma, terrasse et théâtre ont pu réouvrir. NRTV vous offre une tournée générale. Comment les tenanciers se sont préparés à cette ouverture et qu'en avez-vous pensé? Les réponses au micro de Florian Cavalieri. Enfin, de semaine, on termine avec un plateau dédié au CNN, le Cercle des nageurs de Nyon, puisque l'heure de la réconciliation et de la conciliation a sonné. Un nouveau comité a été élu à la tête de sa présidence, Stéphane Ferrer. On en parle en plateau. Monique Choula-Pougnal sera la première syndic de rôle. La PLR succède ainsi à Denis Jacquet à la tête de l'exécutif. Elle est avec nous aujourd'hui sur le plateau. Monique Choula-Pougnal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, première femme syndic à rôle, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Une immense fierté. Enfin, d'être la première femme syndic à rôle, pour moi, c'est quelque chose qui était inimaginable. Et en fin de compte, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que je serai la première syndic de rôle. Et puis, je suis très fière et j'espère que je ne vais pas décevoir les citoyens et les citoyennes rôloises. Ouais, inimaginable, pourquoi? C'est-à-dire que dans la société, les choses ont évolué ou parce que vous n'aviez pas imaginé cette situation-là? Je n'avais pas du tout imaginé cette situation-là. Quand on parlait des futures élections, pour moi, il était clair que c'était M. Jacquet qui allait faire une deuxième législature en tant que syndic. Alors les choses ne se sont pas passées ainsi. Vous êtes arrivé en tête du classement lors des 2 tours à l'exécutif. Comment vous expliquez ces résultats, vos résultats? Alors je pense que mes bons résultats, c'est une reconnaissance des citoyens et des citoyennes rôloises pour mon investissement en tant que municipal. Oui, alors du travail, vous en aurez encore beaucoup, justement, des choses aussi à prouver, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Alors on pense notamment à ce combat mené par Denis Jacquet contre la facture sociale. Quelle sera votre position? Exactement la même position que M. Jacquet. Je continuerai à défendre les intérêts de rôle. Et pour défendre les intérêts de rôle, ça passe par une meilleure répartition des charges cantonales. Donc, à l'heure actuelle, samedi passé, j'ai encore fait la récolte de signatures pour SOS Commune. Mais en tant que syndic, est-ce que vous en ferez votre priorité, ce combat-là? Alors, je ne pense pas que j'en ferai ma priorité. Il y aura plusieurs priorités. Elle fera partie des priorités pour que, justement, on garde un taux d'imposition qui soit décent pour permettre aux Rôlois et aux Rôloises de garder leur pouvoir d'achat. Et j'imagine qu'il y aura d'autres priorités. Ce sera une des priorités, mais il y en aura bien sûr d'autres. Alors on y reviendra peut-être d'ici quelques instants. Le centre droit majoritaire tant à l'exécutif qu'au conseil communal. Vous savez, Monique Choula-Pougnal, que vous êtes attendue au tournant aujourd'hui? Complètement. Mais j'imagine qu'en face de nous, on a un conseil qui nous guide. Ce sont des gens... pour la majorité, je dirais, ce sont des gens intelligents. Donc tout le monde travaille pour le bien-être de cette commune et on va travailler ensemble. Ouais, on sait que les discussions aussi entre le conseil et l'exécutif ont parfois été un peu tendues. Aujourd'hui, comment renouer le dialogue? Avec une meilleure communication. J'aimerais une meilleure communication avec la population rôloise, une meilleure communication aussi à l'administration communale, c'est-à-dire entre nos chefs de service, entre les différents services, avec nos employés communaux, et puis une meilleure communication avec tous les, bien sûr, si on veut que ça avance, avec tous les conseillers communaux. De quel parti, qu'ils soient de droite ou de gauche, ça a moins d'importance. Alors aujourd'hui, si on analyse un petit peu cette nouvelle municipalité, un ticket du centre droit qui a placé 3 candidats, une plateforme Rose Verte ayant élu 2 socialistes. Alors vous aviez déjà travaillé avec Loïc Aldiman et Giorgio Michello. Rejoignent à cet exécutif 2 femmes, Cécile Rode et Margaret Rushti. Là aussi, on a envie de dire c'est une bascule qui est importante. La municipalité devient plus féminine que masculine. Qu'est-ce que ça peut apporter ? Ça peut apporter une sensibilité, mais en fin de compte, je ne pense pas que c'est du fait qu'il y ait plus de femmes que le travail va changer. On a un certain travail à faire pour cette commune et puis je pense qu'on a tous envie que ça fonctionne.
On est une nouvelle municipalité qui est très représentative de la population roloise. Et moi, je me réjouis de travailler avec ces deux nouvelles collègues et de continuer de travailler, deux nouvelles collègues féminines, et de continuer de travailler avec mes deux collègues masculins. Alors, on sait que forcément la gauche aura un challenge puisqu'elle est en minorité. Comment est-ce que vous allez intégrer justement ce discours-là de la population ? Comment intégrer ce discours-là de la population ? Je pense qu'encore une fois, c'est une meilleure communication. Je pense qu'il faut avoir, de temps en temps, il faut avoir des discussions en disant, voilà ce qu'on peut faire. On peut aller dans votre sens jusqu'à un certain point, parce qu'on pense que c'est un bien pour la communauté. Par contre, il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire. Alors, des choses qu'on pourra faire, d'autres qu'on ne pourra pas faire. Quelles seront vos priorités ? On en parlait tout à l'heure, Monique Choula-Pounial. Alors, mes priorités, j'ai dit non. Les priorités, c'est de continuer le travail qui a été fait, parce que je pense que mes deux prédécesseurs socialistes ont fait du bon travail. Moi, j'ai adoré travailler avec M. Jean-Noël Goël en tant que conseillère communale, et puis en tant que municipale, bien sûr, j'ai beaucoup apprécié M. Denis Jacquet. Donc, je le dis toujours et je le répète, que vous commencez une nouvelle fonction, que ce soit municipale ou syndic, vous faites quoi ? Le premier jour, vous vous asseyez à votre bureau, vous ouvrez le tiroir, vous sortez les dossiers en cours et puis vous continuez le travail qui a été fait. Tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant à Rolle, c'est une continuité des municipalités précédentes. Il y a forcément des tiroirs qu'on se réjouit d'ouvrir, d'autres un peu moins, de manière plus personnelle. Est-ce qu'il y a des choses qui vous tiennent à cœur ? Alors, tout me tient à cœur. Donc, j'aurais aucun souci. On n'a pas encore partagé les dicastères. On devra se voir d'ici un mois, j'imagine, en tout cas avant la fin de la législature, et on va partager ces dicastères. Et moi, j'ai aucun problème. J'aime beaucoup ce que je fais à l'heure actuelle. J'aime beaucoup travailler, je pense là, pour le port. J'adore travailler avec mon garde-port. J'adore travailler avec le responsable des bâtiments à la commune. Mais en fin de compte, il faudra voir quelles sont les attentes de mes autres collègues. Ouais, le fait de devenir syndic, justement, de perdre peut-être un petit peu cette indépendance à l'extérieur, ou je ne sais pas trop comment l'appeler, est-ce que là, ça vous inquiète ? De quel œil vous voyez ce nouveau rôle ? Parce que c'est vrai que finalement, vous n'étiez pas prédestiné à ça. Hein. Vous nous le disiez tout à l'heure, vous n'imaginez pas cette situation-là. Donc maintenant, comment vous analysez cette chose, ce rôle-là en tout cas ? Alors, moi, je l'ai toujours dit que j'étais quelqu'un qui était à l'écoute des citoyens et des citoyennes. Je vais continuer d'être à l'écoute. Mes prédécesseurs l'ont très bien fait, et puis je continuerai dans la même ligne. En toute simplicité. Ça paraît comme ça très simple en vous écoutant. Alors simple, je ne pense pas. J'imagine qu'il y aura une charge de travail conséquente. Mais on a déjà, en tant que municipal, une charge de travail. Elle sera encore plus conséquente. J'imagine que, oui, que vous êtes le chef de l'exécutif, c'est vous qui êtes in fine responsable. Donc il y a une grande responsabilité, il y aura des grands soucis. C'est un vrai challenge. Un challenge qu'on se réjouit en tout cas de suivre. Monique Choula-Pounial, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Bière et bise étaient au menu de l'ouverture des terrasses ce lundi 19 avril. Florian Cavalieri nous emmène pour une tournée des bars de la région. Alexandre Silva, c'est quelque chose qui vous avait manqué de tirer une bière ? Ah oui, ça nous a manqué effectivement. Enfin, on voit la couleur de notre bière. Bon, un petit peu mal tirée parce qu'il y a un peu la mousse. Elle n'a pas l'habitude. Il faut la chauffer un peu. Puis ça va venir. On est super contents, oui. Super contents. Donc, malgré qu'on ne puisse pas ouvrir l'intérieur quand même. Mais on est super contents. On est super contents. La terrasse, c'est un pari de la rouvrir, c'est un risque ou bien c'est un besoin, une nécessité ? Alors c'est un petit peu des trois. C'est un besoin, c'est une nécessité. Et puis je pense que pour les gens, c'est une nécessité rien que de boire un petit verre en terrasse quand il y a surtout un petit rayon de soleil. Après, c'est vrai qu'on dépend beaucoup du temps. C'est toujours ça, hein, c'est toujours la météo. Après, il y a toujours ces contraintes aussi de remettre de nouveau les employés à travailler, les sortir du chômage, des RHT. Donc c'est toujours cette contrainte qui nous pose un petit problème. Mais
surtout content d'ouvrir, de réouvrir, de pouvoir refaire une bière, de pouvoir rouvrir une petite bouteille de blanc et puis de pouvoir surtout accueillir nos clients parce que ça leur manque beaucoup. Mais on essaye juste de leur dire qu'on veut ouvrir dans de bonnes conditions parce que maintenant il y a des nouveaux règlements concernant les masques, il y a toute cette mise en place qu'il faut remettre et puis il y a aussi les machines, la machine à café, la machine à bière, c'est aussi des services à faire par les entreprises. Donc voilà, ça met toujours un petit peu plus de temps. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas tenu à ouvrir aujourd'hui avec Oriane. On a préféré descendre, préparer, faire les préparations, regarder un petit peu ce qu'il faut faire et puis ouvrir dans de bonnes conditions mercredi ou jeudi. Comment se passe cette réouverture pour le secteur de la restauration ? Alors pour nous c'est magnifique, c'est un jour ensoleillé en tous les sens du terme parce que nous pouvons accueillir maintenant de nouveau nos clients fidèles. On peut accueillir aussi une nouvelle clientèle et puis c'est juste plaisant de pouvoir parler avec eux, prendre leurs commandes, les servir et puis être là pour eux. Il n'y a pas trop de contraintes ? Oui, on aurait bien sûr préféré pouvoir aussi servir à l'intérieur. Pour l'instant ici au centre-ville de Nyon, c'est encore un tout petit peu frisqué, surtout le matin tôt et puis je pense aussi le soir. Mais maintenant en temps de midi, c'est magnifique. Ça se passe bien. Et puis c'est surtout la passion de pouvoir reprendre son métier après tant de mois d'arrêt. C'est une mise en route à prendre de nouveau, oui, tout à fait. Mais je pense que l'expérience va gentiment de nouveau se mettre en place rapidement. Est-ce que c'était un pari de rouvrir sa terrasse directement après les annonces du Conseil fédéral, le premier jour où l'ouverture est permise ? C'est un peu un pari parce que c'est vrai que annonce mercredi, là on est lundi, donc c'était un peu compliqué à s'organiser en fait. Un peu le stress, donc là on n'a pas tout non plus qui est 100% en place, mais pour nous je pense que c'était important d'être présent dès le premier jour. Parce que ça fait depuis Noël quasiment qu'on attend ce moment-là. Est-ce que la clientèle a répondu présent ? Oui. Là on est au milieu d'après-midi, donc c'est encore un peu timide, mais pour ce soir on a presque toutes les tables réservées pour l'apéro, ce qui est assez rare de réserver des tables pour l'apéro en général. Donc on est très contents, nos clients sont là. Ouais. La prochaine étape, on aimerait déjà une rouverture sur l'intérieur également et pas que les terrasses. Effectivement, ça on espère que ça pourra se faire assez rapidement. Et puis après, on aimerait bien qu'on puisse recréer effectivement un petit peu de live, que ça soit peut-être sur la terrasse comme on avait fait l'année dernière avec nos concerts acoustiques, ou peut-être à l'intérieur, ça serait le top aussi. Mais on n'a pas vraiment de perspective, disons, de ce côté-là. Un foyer de grippe aviaire en Haute-Savoie sur la rive sud du lac Léman contraint les autorités cantonales à prendre des mesures à Genève, mais aussi dans le district de Nyon. Les zones de contrôle s'étendent d'Hérémence à Céligny et de Mi à Gland, comprenant les communes de Communy, Copec, Rang, Founet, Nyon, Prangin et Tannay. On en parle avec le vétérinaire cantonal, Giovanni Peduto. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, depuis octobre dernier, plusieurs cas de grippe aviaire en Europe. On a cité également la Haute-Savoie, aussi un cas détecté dans le canton de Chafouz. Qu'est-ce qui se passe précisément chez nous ? Alors, avec la migration des animaux, des oiseaux sauvages, effectivement, on a connu beaucoup de foyers en Europe, que ce soit les oiseaux sauvages, que ce soit les animaux de rente. Le premier cas qui s'est approché de chez nous, c'est ce cas en Haute-Savoie. Et sur la base de ce cas, on prend des mesures pour protéger nos animaux de rente, notre volaille de rente, parce que le problème de cette maladie, c'est effectivement les dégâts qu'elle peut causer sur la volaille en règle générale, sur la volaille domestique, et donc par la suite les éventuels problèmes économiques que ça pourrait générer à la branche si on introduit la maladie dans notre effectif. Ouais, alors on va un peu dégrossir le sujet, mais on va rentrer tout de suite un peu dans l'aspect un peu plus émotionnel. Est-ce qu'il existe un risque de transmission à l'être humain ? Aujourd'hui, on est vraiment en train de parler d'une maladie animale, c'est une souche H5N8. Il n'y a aucun indice que ce type de virus se transmette à l'homme. En revanche, on sait désormais qu'il se transmet à la volaille, raison pour laquelle on se doit de prendre des mesures de précaution. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a tout cet aspect émotionnel lié au Covid. Est-ce que vous sentez justement que les gens, ou peut-être même les agriculteurs, sont plus inquiets par rapport aujourd'hui à la grippe aviaire ? Alors, le problème des agriculteurs, c'est effectivement que leur cheptel est touché. Mais on n'est absolument pas dans une question, dans une maladie zoonotique pour le moment. On est vraiment dans une maladie qui
crée des problèmes économiques lorsqu'on travaille avec des animaux de rente. Des problèmes économiques parce que c'est-à-dire que ces animaux-là, malades, il faut les abattre? Alors il y a deux raisons. La première chose, c'est que les animaux sont malades, donc on parle de volailles, leur croissance en termes de production de viande ou leur performance de ponte seront très diminuées. Et deuxième volet, c'est que finalement, vu que cette maladie, on veut l'éradiquer, on ne va pas vivre avec. Il y a des mesures extrêmement incisives qui sont prises sur le troupeau concerné. Et les mesures incisives, ce sont l'euthanasie des animaux sans mise en valeur de la carcasse. Alors on va passer dans l'aspect un peu plus info-service. En quelques chiffres, 9 communes de notre région sont contrôlées, 7 communes sont en région d'observation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors on crée différentes zones en fonction de l'éloignement des rives du lac. Pourquoi ce lac ? Parce que finalement, le réservoir principal du virus, ce sont les oiseaux sauvages et particulièrement les oiseaux d'eau. Donc on va prendre près des rives du lac, dans une zone de contrôle, des mesures concrètes qui visent à éviter tout contact entre notre volaille de rente et les oiseaux sauvages. Et ensuite, sur une région qui est un tout petit peu plus éloignée du lac, à peu près à 3 km, on va plutôt observer, le risque est moindre, et on va observer comment évolue la situation. Est-ce qu'il y a une mortalité anormale, des symptômes anormaux au niveau de la volaille de rente. Alors dans les chiffres que vous nous avez donnés, vous nous expliquez que 2 exploitations détiennent environ 75% des animaux de la région. En tant que vétérinaire cantonal, comment vous suivez justement ces exploitants-là ? Vous venez, vous vous déplacez, vous venez discuter avec eux ? Alors, on est dans une région aujourd'hui où on a effectivement essentiellement des structures ou des détenteurs de hobby. Nous avons 2 structures professionnelles qui produisent de la viande, qui produisent des œufs. Les structures professionnelles sont déjà surveillées tout au long de l'année par des prélèvements qui sont pris, qui sont effectués à l'abattoir. Il y a d'autres prélèvements qui sont effectués sur les oiseaux sauvages, notamment sur les animaux qu'on retrouve péris. Aujourd'hui, sur ces exploitations professionnelles, vu l'évaluation du risque qui est le nôtre, notamment lié au fait qu'on est en fin de période de migration, on ne va pas effectuer d'emblée un dépistage. On va plutôt se baser sur les annonces d'oiseaux péris, et c'est sur ces animaux-là qu'on va faire de manière très ponctuelle et très ciblée des dépistages. En revanche, on ne va pas s'intéresser à faire des sondages pour le moment dans des exploitations qui ne nous ont pas annoncé des symptômes particuliers. J'aimerais qu'on rentre un peu plus encore, si vous le voulez bien, dans les mesures concrètes. Aujourd'hui, les exploitants, alors s'ils ne se sont pas annoncés, ils doivent s'annoncer à un numéro, l'OSAV, le 022 388 71 71. Et qu'est-ce qu'il faut faire d'autre ? Alors l'annonce de l'effectif est extrêmement important, mais surtout le devoir d'annonce en lien avec une suspicion. Si quelqu'un a des animaux qui présentent des symptômes évocateurs de la grippe aviaire, alors on a des symptômes spécifiques qui sont des symptômes respiratoires, qui peuvent être de la diarrhée, de la fièvre, mais on a des symptômes plus généraux type mortalité accrue, diminution des performances de ponte ou d'engraissement. Les détenteurs ont ce devoir d'annonce. Ils doivent s'adresser à un vétérinaire traitant, au service vétérinaire, et nous informer de cette anomalie. Sur cette base-là, on va mettre en place les vérifications nécessaires. Enfin, une question qui peut paraître très bête, mais si on découvre un animal, un oiseau mort, qu'est-ce qu'on fait ? Si on découvre un oiseau mort, il faut l'annoncer. On peut l'annoncer à la gendarmerie, on peut l'annoncer aux surveillants de la faune, aux gardes-pêche. Pourquoi ça ? Parce qu'on va faire une analyse. Il ne faut absolument pas le toucher, on va s'en occuper. Mais nous, dans le cadre de cette surveillance, cette détection précoce qu'on veut exercer sur le terrain, on va faire une analyse sur cet animal qui est extrêmement intéressant. Cette année, on a déjà procédé à une dizaine d'analyses de ce type sur des oiseaux qu'on nous a annoncés péris. Pour le moment, tout est négatif. Tout est négatif et on le ressent, hein, tout est sous contrôle, vous nous le dites, Giovanni Peduto. Alors dans le calendrier maintenant, parce que c'est vrai qu'on fait ces annonces qui peuvent parfois inquiéter la population, en termes de calendrier, qu'est-ce qui va se passer et à partir de quel moment est-ce qu'on se dira, ben voilà, c'est bon, tout est réglé, tout est rentré dans l'ordre ? Alors le calendrier nous est plutôt favorable parce que finalement, comme je le disais avant, le problème est lié à la migration des oiseaux et on se retrouve vraiment à la fin de la période.
On prévoit ces mesures jusqu'à peu près au 15 mai. Le 15 mai est quand même une période qu'on envisage parce qu'à ce moment-là, vraiment, cette migration s'est achevée. Et quand je parle de migration, on peut quasiment dire que les oiseaux d'eau et le réservoir qui nous intéresse s'est déjà déplacé. Arrivera encore d'autres oiseaux qui sont peut-être un tout petit peu moins importants, intéressants pour la propagation de cette maladie. Mais voilà, on arrive vraiment en toute fin de période. C'est très bien pour nous et probablement, passer ce cap, on pourra envisager la suite très sereinement. Giovanni Peduto, vétérinaire cantonal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une excellente journée à vous. Merci beaucoup. Après la pluie vient le beau temps au Cercle des nageurs de Nyon. Après l'Assemblée générale en ligne, une audience au tribunal le 15 avril dernier et l'élection du nouveau comité du club avec à la tête de sa présidente Stéphane Ferrer. Une conciliation a également abouti. On en parle aujourd'hui avec nos deux invités en plateau. Stéphane Ferrer, bonjour. Bonjour Andrea. Vous êtes le président du Cercle des nageurs de Nyon, à nouveau donc élu. À nos côtés également Fabien Héritier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le membre du comité, mais sans le droit de vote. On l'expliquera d'ici quelques instants. Mais première question, on a envie de vous demander, Fabien Héritier, ça y est, les tensions se sont apaisées? Alors, on peut le voir comme ça. Effectivement, la volonté des deux parties, c'était de trouver un accord. La présidente, lors de cette audience la semaine passée, nous a un peu poussé vers cet accord. On ne s'y attendait pas forcément. La volonté, c'était je pense, de la présidente, c'était de poser un peu un cadre. Pour moi, je vois cette période-là comme une période de transition qui va nous amener vers l'Assemblée générale 2021. Et la volonté était de poser un cadre de collaboration pour tenter de travailler ensemble et de voir quelles étaient les collaborations possibles. Oui, alors Stéphane Ferrer, forcément, l'objectif, c'est que le club aille de l'avant. Aujourd'hui, vous entendez ce que Fabien Héritier vous dit. Il y a forcément des leçons à tirer, tant d'une part et d'autre. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Dans un mal, il y a toujours un bien. Donc effectivement, depuis ces derniers mois, il y a eu toutes les tensions que vous avez connues avec tous les problèmes collatéraux que cela a pu engendrer pour le club. Donc je suis effectivement avec notre comité ravi que nous ayons pu trouver un terrain d'entente et à savoir d'avoir pu intégrer donc deux personnes du comité candidat que représente aujourd'hui ici Fabien et ça va nous permettre de pouvoir échanger, partager. Et je précise que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le droit de vote qu'ils ne pourront pas participer pleinement et activement à l'ensemble de nos réunions de comité pour débattre et échanger, participer, développer. Et c'est ce que le Cercle des nageurs attend. Et je suis très heureux qu'on ait pu mettre un coup d'arrêt à cela pour avancer vers le positif. Alors justement, rejoignent ce comité, vous, Fabien Héritier, mais aussi Alain Bellini. Alors on l'a dit, vous n'avez pas le droit de vote, mais comment vous voyez votre rôle? Alors notre rôle, je pense que c'est, comme l'a dit un peu Stéphane, un rôle, on va dire, à part entière dans le comité. Après, il faudra aussi qu'on cadre quelles sont les missions qu'on peut prendre, mais notre rôle est aussi un peu de pouvoir constater comment tout cela fonctionne de l'intérieur. Nous, on a aussi envie de pouvoir toucher un certain nombre d'éléments de gestion et d'administratif de l'interne du club. Il y a tout un certain nombre d'éléments qu'on avait demandé à l'époque à M. Ferrer et son comité de pouvoir avoir ces informations. C'est aussi un moyen pour nous de pouvoir, on va dire, se faire une idée beaucoup plus précise du fonctionnement et de comment se passent les choses. À titre personnel, un de mes amis, Jelko Nikšević, qui est aussi dans ce comité, m'a déjà approché pour éventuellement travailler avec lui sur les nouveaux statuts du club. C'est une tâche. Ça, c'est quelque chose sur laquelle vous étiez justement d'accord, que cette refonte complète des statuts devait avoir lieu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Stéphane Ferrer, sachant que ce sera aussi discuté lors de la prochaine Assemblée générale à l'automne 2021, je crois.
Alors, comme vous avez pu le voir, il y a aussi le fait que ces statuts sont devenus obsolètes aujourd'hui, puisqu'ils datent de mars 2014 de mémoire. On était bien évidemment d'accord avec Fabien Héritier et son équipe sur le fait qu'il fallait changer et refondre l'ensemble de ces statuts. Donc, j'avais missionné en interne chez nous monsieur Jelko Niksevic, et effectivement, c'est un bon moyen avec Fabien et ses équipes de travailler là-dessus. Il y a un gros travail, un énorme travail qui ne va pas se faire en 2 jours. Et l'objectif, on n'en a pas encore discuté avec Fabien, mais je pense que ça serait de pouvoir le présenter à la prochaine Assemblée générale et de pouvoir le faire valider à ce moment-là. Fabien Héritier, le comité candidat à l'époque et surtout maintenant a également demandé un audit financier, même si un audit financier avait déjà été réalisé et transmis d'ailleurs à la ville de Nyon. Pourquoi ce choix-là ? Alors, il faut savoir que l'audit financier que la ville de Nyon, en fait c'est la ville de Nyon qui a réalisé cet audit financier, il portait sur 4 ou 5 points très précis qui concernent les subventions que la ville apporte au club. Et donc ce n'était pas du tout un audit financier complet des finances du club. Si bien que nous on a voulu absolument que cet audit puisse avoir lieu sur l'ensemble de la gestion du club. On a d'abord proposé que cet audit soit fait par un organe indépendant. Et pour nous, c'était important pour pas qu'il y ait ensuite des discussions sur le fait de voilà, c'est quelqu'un qui était de votre côté, qui a fait cet audit, etc. Mais ça a été refusé par M. Ferrer. Donc la solution, on va dire, dans la conciliation qui a été trouvée, c'était que quelqu'un de l'interne du club fasse cet audit. Et puis elle a été nommée, et puis on espère qu'elle pourra très rapidement commencer son travail. Oui, et on précise qu'il n'y aura aucun coût financier pour le club. C'est ça. Oui, c'est-à-dire que, si vous me permettez, la base de l'audit qui a été diligentée par la ville a été indexée sur la norme 920. Donc il y a peut-être juste une précision, cet audit ne focalisait pas uniquement sur les subventions de la ville de Nyon, mais également sur les fonds de réserve, sur les profits qui ont énormément augmenté ces dernières années, également les répartitions des enfants, tous ces éléments-là. Et je précise que je n'ai pas refusé de faire un audit par le comité ou par une tierce personne. Le seul point, c'est que je ne voulais pas que ça soit pris en charge par le Cercle des nageurs de Nyon. Pourquoi ? Parce que nous estimons qu'il y a déjà eu des contrôles au compte par rapport à nos statuts, mais aussi par rapport à cet audit de la ville qui avait été diligenté en octobre dernier, qui a duré plus de 3 mois et demi, où nous avons remis notre grand livre comptable, tous les relevés bancaires, enfin tout ce qui touche à la finance de notre club. Et donc je voyais un peu malvenu d'intégrer encore quelques milliers de francs pour un audit qui... voilà, donc on n'a mis aucun frein là-dessus, mis à part le fait qu'on ne souhaitait pas le prendre en charge. Voilà. Stéphane Ferrer, suite à l'élection du comité et à cette conciliation, est-ce que vous avez eu un retour de la ville de Nyon ? Oui, tout à fait. Donc nous sommes en contact actuellement avec la ville, avec une personne en particulier. Je sais qu'on doit se rencontrer ensemble avec M. Héritier prochainement. Donc je pense que c'est dans les tunnels de la ville. Donc j'attends leurs informations. J'ai communiqué là très récemment avec eux et on va s'asseoir autour d'une table toutes ces trois parties, pour justement donner peut-être un cadre de travail, réapprendre à travailler ensemble et se faire confiance mutuellement. Je crois que c'est ça qui est important, c'est de communiquer, d'échanger, de partager. Oui, il faudra forcément travailler autrement. Donc voilà, cette phase test, comme vous l'appelez, vous êtes très optimiste. Ça, c'est une bonne chose pour le club. Le but, c'est que les choses aillent de l'avant. Au niveau sportif, peut-être un mot, parce que le temps avance. On sait que voilà, toutes ces choses au niveau sportif ont été à l'arrêt, tant à cause du Covid, mais aussi parce que voilà, il y a eu ces ambiances, parce qu'il y a eu toutes ces turbulences. Donc je vous pose la question, au niveau peut-être sportif, quels sont les objectifs ? On commencera avec vous, Fabien Héritier. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le club, pour la suite ? Écoutez, moi je pense que déjà ce qu'on peut souhaiter, c'est que l'ensemble de nos entraînements et de nos activités puissent reprendre le plus rapidement possible. Effectivement, on en a parlé juste avant. Les membres, je pense, veulent absolument réintégrer le plus possible les bassins, voir le lac, etc., pouvoir recommencer les activités aquatiques. Donc ça, évidemment, au niveau sportif, c'est
c'est le principal. Après, je pense qu'effectivement, au niveau des membres, il y a clairement une confiance à reconstruire, je pense par de la transparence. Et puis je pense que voilà, il y a beaucoup de membres qui ont été tout à fait choqués par le fonctionnement le déroulement de l'AG dernière, et puis qu'il y a véritablement, on va dire quelque chose à reconstruire avec ces membres-là pour pouvoir les reconquérir et puis réinstaurer quelque chose de positif pour l'avenir. Beaucoup de travail qui vous attend donc, Monsieur le Président. Écoutez, c'est déjà en place. Nous sommes déjà dans l'action depuis 10 jours, c'est-à-dire depuis le 16 avril, pour être très précis, donc au lendemain de cette audience au tribunal. Donc, on souhaite très fermement renforcer le groupe des masters, la partie des triathlons aussi. Et puis, nous travaillons actuellement, vous savez que ça fait 1 an qu'on travaille sur la mise en place d'une activité en eau libre. Donc là, on est en pleine consultation et dès le mois de mai, on va aussi en discuter avec l'ensemble du comité. Donc là, on est en train de tout travailler, mais tout ça sera en place dès mi-mai, je l'espère. Et effectivement, ce qu'ont besoin nos membres, c'est quoi, avant tout? C'est de faire du sport, c'est de faire des loisirs sportifs avec un dénominateur commun qui est l'eau. Et donc, on va s'employer là de remettre tout ça à plat et de redévelopper les activités sportives, loisirs, et puis aussi pour l'élite et ceux qui veulent faire donc, de la compétition. Donc, ce sera vraiment un club très populaire et qui donnera accès à l'ensemble de nos membres, quels que soient les niveaux, quels que soient les entraînements et les prestations proposées. Travailler ensemble pour mettre le club en avant. Stéphane Ferrer, Fabien Héritier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous deux et puis longue vie au CNN. Merci. Merci. À Nyon, un bilan positif pour une législature hors norme marquée par des turbulences financières et une crise sanitaire. Le syndic Daniel Rossella revient sur ses 5 années de législature au micro de Florian Cavalieri. Alors c'est avec un sentiment de satisfaction que la municipalité a fait ce document qui résume un peu tout ce qui a été fait dans cette législature avec peut-être 2 éléments quand même marquants. C'était les turbulences financières qui ont abouti à un référendum qui a refusé l'augmentation de la fiscalité et puis aussi bien sûr la crise sanitaire actuelle qui a modifié un certain nombre de choses. Et là on a quand même pu bien avancer sur un certain nombre de projets, notamment Colovray, l'usine à gaz, les écoles, les parcs. On a pu continuer dans une politique de la mobilité, aussi dans le domaine social. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et puis il y a quelques nouveaux projets qui ont pu être lancés. Alors justement, ces nouveaux projets, ces réussites de la municipalité, quelles sont-ils? Quelles sont-elles? Alors on a pu concrétiser quelques projets avec des aménagements dits intermédiaires qui sont plébiscités par la population, notamment le square Perton, la Grande Jetée, la gare. On a aussi pu lancer le projet de Colovray avec un crédit d'études qui a été accepté par le conseil communal, la rénovation de certains bâtiments dont le collège du centre-ville ou le complexe du Rocher. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Il y a la concrétisation de l'usine à gaz qui devrait être inaugurée très, très prochainement. Donc un certain nombre d'infrastructures qui accompagnent le développement de la ville qui a dépassé les 22 000 habitants maintenant. Ça a été une législature historique avec évidemment la crise sanitaire du Covid. De quelle manière ça a impacté les travaux de la municipalité? Et qu'est-ce que vous en retirez comme bilan? C'est une évidence que la crise sanitaire a eu un impact sur la ville de Nyon, sur son administration et sur le travail des autorités. Je pense qu'on a plutôt bien géré, on a rapidement mis sur pied une cellule de crise, on a pu prendre des décisions aussi rapidement que nécessaire pour que toutes les prestations essentielles soient délivrées à la population. Et on a finalement eu assez peu de retard dans le développement de nos projets. Et on peut dire qu'à la fois pour les employés de l'administration comme pour la population, on a réussi à s'en sortir assez bien. On peut se donner plutôt une bonne note par rapport à la gestion de la crise sanitaire par les autorités nyonnaises. Enfin, il y a eu les élections avec un changement de majorité. Qu'est-ce que ça présage de la future municipalité?
Les élections ont abouti à un constat, d'abord un équilibre 50-50 au conseil communal, puis un changement de majorité à la municipalité. C'est certain que ça va probablement permettre de donner un nouvel élan à quelques projets, mais il faut savoir qu'une municipalité n'est pas face à une feuille blanche. Il y a beaucoup de projets qui ont déjà été lancés. Les premières tâches de la nouvelle municipalité vont consister à concrétiser un certain nombre de projets qui ont déjà été lancés au cours de cette législature actuelle. Vous-même, vous restez syndic, le chef de l'exécutif nyonnais. Qu'est-ce que vous avez envie de particulièrement mettre en avant, apporter, voire développer pour cette future législature ? C'est clair que le projet de Perton et du cœur de ville va être prioritaire. C'est un projet qui va avoir le feu bleu. Toutes les forces politiques ont envie que ce projet se réalise et tous les membres de la municipalité actuelle et future sont d'accord qu'il y a une convergence vraiment des efforts qui doivent être faits pour qu'on concrétise ce projet. C'est tout pour la rétro, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Excellent week-end à tous. Profitez encore des terrasses, des cinémas et des théâtres, mais en toute sécurité et en toute responsabilité. On se retrouve à partir de lundi.